Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le mercredi 22 novembre 2023 et au programme aujourd'hui le forfait de Dan Hooker pour son combat contre Bobby Green. On parlera aussi de Drew Dober qui s'est confié dans une longue interview sur sa carrière à l'UFC et dans les arts martiaux mixtes en général. On parlera aussi du possible combat de Deontay Wilder à l'UFC puisque Michael Bisping et Anthony Smith l'ont évoqué. On aura aussi un mot de Pavlovich et de son potentiel retour et bien sûr plein d'autres choses. C'est parti, à tout de suite. Et ça ne vous aura pas échappé, Dan Hooker est forfait de son combat contre Bobby Green le 2 décembre prochain. Alors il a expliqué s'être cassé le bras à l'entraînement. Il ne sait pas encore si c'est la même blessure qu'il a déjà eue, parce que je rappelle qu'il revient de tout juste de blessure, Dan Hooker. Il dit pour l'instant on ne sait pas, est-ce que c'est la même blessure? Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'os ne s'est pas bien consolidé et que de toute façon ça aurait fini par recasser. Ou alors c'est une autre blessure sur le même bras, c'est le coup de pas de chance. Il explique que c'est arrivé en faisant du sparring. Il a bloqué un middle kick, il dit pourtant j'en ai bloqué des centaines ces dernières semaines, ça allait très bien. Et là ça a peut-être été le middle kick de trop, mon bras s'est cassé. Donc il attend d'en savoir plus, là il a passé des examens, les résultats ne devraient pas tarder à tomber. Ça va peut-être même tomber au moment où cette vidéo sort. Il a aussi expliqué que le combat était prévu en 5 rounds parce qu'à la base Dana White voulait en faire son main event. Mais il voulait aussi avoir Dariush et Tsarukyan sur la même carte. Et c'était pas possible d'avoir Hooker et Green main event et des gars qui sont mieux classés qu'eux dans la catégorie co-main event. Donc c'est pour ça que Tsarukyan et Dariush ont été placés main event et que du coup Dan Hooker contre Bobby Green se retrouvant co-main event, on a demandé à ce que Dana White et l'UFC ont insisté pour que le combat se fasse en 5 rounds. Alors il dit ouais moi au début j'étais pas trop chaud pour 5 rounds si j'étais co-main event, puis finalement au fur et à mesure du camp je me suis dit ouais je suis même prêt pour en faire 10. Donc écoutez, c'est vrai que c'est un petit peu un coup dur pour Dan Hooker, il est pas au début de sa carrière, maintenant ça reste un gros nom, ça va pas lui porter préjudice pour la suite, je pense que quand il sera prêt, il reviendra et l'UFC sera très content de le faire recombattre. Il a d'ailleurs dit que lui, il planifiait un retour pour l'UFC 300, il dit ouais ça tombe bien, pendant 3 mois je me remets de mon bras, je fais ma rééducation etc. Et ensuite j'enchaîne avec un training camp et je peux être prêt pour l'UFC 300. Il dit finalement la situation n'est peut-être pas si mauvaise que ça, et puis il ajoute que c'est seulement un bras cassé. Il dit moi dans ma carrière j'ai vu des blessures de dingue, j'ai vu des mecs retomber sur la nuque et devenir paralysés, j'ai vu des mecs qui avaient des gros problèmes de genoux, qui ont dû arrêter les sports de combat. Donc voilà, ça n'est qu'un bras cassé, je reviendrai plus fort. Belle mentalité j'ai envie de dire. Ensuite, il a aussi parlé du combat et on lui a dit ouais, est-ce que ce combat contre Bobby Green c'était un peu la course à la ceinture BMF? Et il dit ouais c'est vrai, moi j'y ai pensé, Bobby Green en a parlé aussi, donc ouais pourquoi pas, peut-être que le vainqueur de ce combat aurait eu un combat pour la BMF, ou peut-être Bobby Green a déjà expliqué qu'il voulait combattre Max Holloway, donc ça on va en reparler tout à l'heure parce que Bobby Green a donné une longue interview aussi. Et il dit mais pourquoi pas, le vainqueur de notre combat prenait Max Holloway et le vainqueur de ce combat là allait à la BMF. Écoutez, la BMF, on en parle tous les jours, j'en parlais hier, j'en parlais avant-hier. Bah écoutez, on en reparle aujourd'hui, donc cette ceinture finalement attire la convoitise. Et puis voilà, on lui a dit ouais, est-ce que le combat contre Bobby Green c'est terminé ou est-ce qu'il va y avoir quand même ce combat plus tard dans l'année ou dans les années à venir? Il dit franchement là je suis blessé, je peux pas dire quoi que ce soit. Quand t'es en pleine santé, tu peux te permettre de faire des calls comme on dit, tu peux dire ouais je veux affronter ce mec là, mais quand t'es blessé, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas combattre, donc si ce combat se fait, il se fera, et s'il se fait pas, c'est pas grave. Donc écoutez, hâte de voir revenir Dan Hooker. Dan Hooker, je pense que pour la ceinture, c'est terminé pour lui. Mais il est toujours dans des guerres, il est toujours dans des gros combats, donc je suis toujours très content de le voir. Un petit mot de Bobby Green qui lui aussi a donné une interview. Alors cette interview, elle avait été enregistrée avant qu'on apprenne la blessure de Dan Hooker. Mais c'est pas très grave parce qu'il avait parlé du combat, mais il avait beaucoup parlé aussi d'autres choses. Faut savoir que là, lui, il pense toujours combattre sur la carte du 2 décembre. Il a dit ouais, maintenant on va voir qui sont les vrais gangsters. Parce que c'est vrai que Bobby Green, lui, pour prendre un combat en short notice, il a jamais hésité. Donc ça serait bien qu'on lui trouve quelqu'un pour lui renvoyer l'ascenseur, j'ai envie de dire. Il a expliqué que lui, il en était à son 4e combat en 2023, avec le combat qui va venir au mois de décembre. Ça fera 5 en 365 jours. C'est énorme. C'est un mec vraiment qui combat beaucoup. Il a expliqué que c'est parce que si lui, il veut beaucoup d'argent, on va y revenir un petit peu après. Donc il a expliqué que contre Dan Hooker, il espérait une grosse baston. Bon malheureusement, ça ne sera pas contre Dan Hooker, mais on peut lui trouver quelqu'un d'autre. Alors je suppose que des gens vont soumettre l'idée de Benoît Saint-Denis. C'est vrai que ça sera un super combat, Benoît Saint-Denis, Bobby Green. Maintenant, Benoît Saint-Denis, il a quand même beaucoup combattu. Il a combattu au mois de septembre, il a combattu au mois de novembre, recombatte au mois de décembre. En plus là, il avait dit qu'il partait en vacances. Je pense que mentalement, il n'y est pas vraiment. C'est prendre un risque quand même de prendre Bobby Green, surtout quand t'es pas forcément préparé.
Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions en plus pour lui pour la suite? Est-ce qu'on lui a déjà promis quelqu'un de mieux classé? Je ne sais pas. Après, je peux être surpris puis voir Benoît Saint-Denis enfiler sa cape de super-héros et venir affronter Bobby Green. Mais j'avoue que pour l'instant, c'est pas mon choix numéro 1, je dirais. Donc il a expliqué que lui, son prochain combat, il voudrait prendre le bonus. Il dit ouais, c'est avec le 10e ou le 11e de ma carrière. Moi j'adore ça, prendre des bonus, je suis jamais dans des combats chiants. C'est pas faux. Il a aussi dit qu'il voulait prendre Max Holloway. Il dit voilà, Max Holloway a dit qu'il était le meilleur boxeur. Moi je veux l'affronter parce que moi aussi je suis un bon boxeur. Lui il a dit qu'il voulait Justin Gaethje, mais il ferait mieux de venir me voir moi d'abord. Donc c'est ce que je disais, Dan Hooker en avait entendu parler aussi, c'était un peu dans les tuyaux. Écoutez, Bobby Green, Max Holloway, je pense que Max Holloway, je veux rien enlever à Bobby Green, hein, mais je pense que Max Holloway mérite un adversaire avec un nom un peu plus ronflant, un adversaire qui le maintiendrait dans la conversation pour la ceinture. Tu bats Bobby Green aujourd'hui, c'est bien parce que Bobby Green c'est un dur, mais ça ne te met pas dans la conversation pour la ceinture, en tout cas pas immédiatement, donc j'ai peur que pour Bobby Green ce soit un peu limite. À part si je suis surpris que Max Holloway prend le combat en short notice, mais honnêtement j'y crois pas trop. Il a aussi expliqué que dans son classement des boxeurs de l'UFC, il mettrait Dustin Poirier, Conor McGregor, Max Holloway, lui bien sûr, et aussi Rob Font. Il dit il y en a d'autres, mais voilà, si je devais en retenir 5, c'est les 5 que je te donnerais. Il a aussi parlé de Tony Ferguson, il dit ouais, tout le monde dit à Tony Ferguson de se retirer, mais moi le conseil que je lui donnerais, c'est retire-toi quand tu veux, t'es un champion, c'est à toi de choisir le moment où tu vas prendre ta retraite. Écoutez, c'est de bonnes paroles, il y a du gros respect entre Bobby Green et Ferguson, ils se sont affrontés récemment, Bobby Green l'avait battu, mais bon, c'est plus le Tony de la grande époque. Hein. Je pense qu'à la grande époque, Tony Ferguson aurait largement battu Bobby Green, même si on peut pas le savoir. Ensuite, il a parlé de l'entraînement entre Ferguson et Goggins. Il dit moi je trouve ça vraiment bizarre ce qu'il fait. Je pense que Tony Ferguson, ce qu'il a besoin, c'est de travailler les bases de la boxe. Il a le menton beaucoup trop haut. Il fait des choses un peu trop farfelues. Moi, je pense qu'il devrait venir me voir et je vais lui apprendre à mettre des basiques, mettre un bon jab, avoir un bon mouvement de tête, rentrer le menton. C'est pas faux, hein. Moi je trouve que c'est vraiment ce qui manque à Tony Ferguson. Tony Ferguson, si tu prends un débutant de la boxe et que tu lui expliques les bases de la boxe, et ensuite tu lui montres un combat de Tony Ferguson, il fait un peu tout ce qu'il faut pas faire. Alors pendant des années, ça lui a réussi, il a eu des combats spectaculaires, il a eu des bonus, il a été dans la course à la ceinture, etc. etc. Maintenant voilà, là en vieillissant, on voit que ça fonctionne un peu moins bien. C'est vrai que Tony Ferguson avec une... Alors, est-ce qu'avec une boxe plus propre, il serait plus efficace? Je sais pas, parce que j'ai aussi l'impression que ce qui a fait sa carrière, c'est son côté imprévisible, son côté guerrier. Et est-ce qu'avec une boxe scolaire, il a réussi à aller aussi loin? Je sais pas, mais en tout cas, il aurait peut-être préservé son cerveau. Maintenant, Green pense quand même qu'il va battre Paddy Pimblett. Il dit ouais, je pense que Ferguson est au-dessus de lui et qu'il va le battre. On lui a aussi demandé si, selon lui, Islam Makhachev devait être classé numéro 1 au classement pound for pound. Il a dit écoute, moi je pense pas, parce qu'il est pas assez actif. Tu vois, par exemple, John Jones, pour moi, c'est le numéro 1, et Volkanovski est derrière parce qu'ils sont beaucoup plus actifs que Makhachev. Mais maintenant, voilà, j'ai pas l'impression qu'il ait un bif particulier contre Islam Makhachev. On lui a demandé si c'était pas un peu dangereux pour Volkanovski de revenir aussi vite après avoir pris un KO. Il dit bah tu sais, Volkanovski, je pense que s'il s'entraîne intelligemment, il peut revenir vite, surtout s'il en a envie. Il dit moi, quand j'ai pris mon KO contre Drew Dober, j'ai voulu revenir très vite parce que je sais ce que je vaux, je sais que je suis capable de m'entraîner intelligemment, et du coup j'étais pas inquiet pour ça, donc je pense que c'est la même chose pour Volkanovski. Écoutez, comme j'ai déjà dit, on n'est pas dans les bottes de Volkanovski, on sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il revient? Parce que mentalement ça va vraiment pas quand il combat. Franchement, on est dans le flou. Maintenant voilà, c'est vrai que lui, Bobby Green, il est déjà revenu très rapidement. Alors vous me direz, l'enjeu n'est pas forcément le même parce que Volkanovski, il y a une ceinture en jeu, mais écoutez, certains combattants l'ont déjà fait, j'espère que ça réussira à Volkanovski. On lui a aussi parlé du main event de la soirée du 2 décembre, hein. Lui il est co-main event, le main event c'est Tsarukyan contre Dariush. On lui dit qu'est-ce que tu penses de ce combat, est-ce que tu aimerais les affronter? Et alors là il a fait du grand Bobby Green, et il est bon trash talker, hein. Bobby Green honnêtement il est très taquin, il dit honnêtement les deux là ils sont chiants à regarder, à chaque fois que je les regarde je m'endors devant la télé, et en plus il réclame un bonus, mais comment tu veux un bonus quand tu combats comme ça? Il a aussi dit qu'il avait un gros respect par contre pour Benel Dariush, il dit par contre l'arménien, donc il parle de Tsarukyan, je le trouve vraiment très très chiant à regarder, donc moi je veux pas combattre ces gars là. Il dit moi tout ce qui m'intéresse c'est de prendre de l'argent, le maximum d'argent, pour mettre toute ma famille et mes proches à l'abri. Il dit tu sais moi là-bas j'avais pas de parents, j'étais SDF, et aujourd'hui je voulais juste avoir une maison, aujourd'hui j'ai 3 maisons et des appartements, donc avant la fin de ma carrière je veux mettre de côté le plus possible pour mettre tout le monde à l'abri. Écoutez, c'est sûr que quand tu as connu la misère extrême, je suppose, t'as envie de surtout gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui il en est à un stade de sa carrière où la ceinture, je pense que c'est mort. Je rappelle que Islam Makhachev l'a battu assez facilement. Il a une lutte selon moi qui est un peu trop limitée. Mais voilà, s'il peut prendre encore 3-4 bonus, parce que dès qu'il combat, il prend un bonus, Bobby Green, bah écoutez, tant mieux, ça fera de l'argent pour sa retraite. Hier, on parlait du rachat du PFL, enfin du Bellator par le PFL. Sachez que Dan Hardy, ancien combattant UFC, qui aujourd'hui commente les événements du PFL en Europe, et il est aussi vraiment dans l'équipe, il fait les matchmaking, il signe des combattants, il est vraiment très investi dans le PFL.
Il s'est exprimé sur justement sur ce rachat, sur la situation du PFL, etc. Il explique que le point positif au PFL quand tu fais une saison, c'est que tu combats 4 fois par an, et quand tu es combattant, tu dois rester actif parce que c'est l'inactivité qui plombe ta carrière. Il dit, moi, dans mes deux premières années de MMA, j'étais déjà à 10 combats de MMA, et en plus je faisais du kickboxing à côté. Il dit ensuite, je suis descendu à 3 par an, mais moi ce que j'aimais c'est être actif, c'est ça qui m'a toujours gardé en forme, donc le PFL c'est parfait pour les gens qui veulent rester actifs. C'est sûr que 4 combats par an dans une saison régulière, un système, on va dire, de tournoi, entre gros guillemets, c'est une des très bonnes méthodes pour rester actif. Il a aussi expliqué que le fait de racheter le Bellator, ça donne beaucoup plus de possibilités pour les matchmaking. Il dit parce que voilà, moi des fois je voulais signer des gars, mais je savais que le format de la saison régulière ça les intéressait pas trop, ou c'est un mec qui avait beaucoup d'expérience alors que dans la saison régulière on avait surtout des jeunes, ou le contraire. Il dit bah du coup le gars je le signais pas. Aujourd'hui vu qu'il va y avoir le PFL d'un côté et le Bellator de l'autre, je le rappelle, j'en ai parlé hier, le PFL toujours une saison régulière, des playoffs, un peu le système de la saison, du tournoi, et le Bellator des événements uniques, un peu plus proche de l'UFC, il y aura aussi une ceinture. Il dit voilà, donc là le gars qui veut pas faire de tournoi, boum, je vais le signer pour le Bellator, et vice versa, le gars qui veut pas une saison normale, je vais le mettre au PFL pour qu'il ait une saison avec saison régulière playoff. Donc il dit franchement pour le matchmaking c'est excellent. Il a aussi parlé de Cédric Doumbé. Il dit avec la carrière qu'a Cédric Doumbé en kickboxing, 4-0 en MMA, c'est déjà une superstar. Je peux vous dire que j'étais à Paris, j'ai eu l'impression de revivre les débuts de Conor McGregor. Alors écoutez, je sais pas s'il y va un peu fort, c'est vrai que la soirée avait l'air dingue, moi j'y étais pas, j'ai vu ça à la télé. Il y avait une ambiance de dingue, mais comparer Doumbé et Conor McGregor, c'est un sacré cadeau pour Doumbé. Et il a aussi parlé du Lazy King, Abdouragimov. Il a expliqué que lui pouvait être main event en Europe. Il dit ouais, il y a une grosse ferveur populaire autour de lui, je pense qu'on peut lui donner un main event et qu'on aura une salle remplie. Donc écoutez, c'est très bon pour le Lazy King, hein, on voit que sa nouvelle organisation lui fait confiance. Et il a expliqué qu'il voulait faire 4 événements en Europe en 2024. Donc plutôt pas mal pour les fans européens. Et on lui a parlé de son retour parce que Dan Hardy, ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas combattu, mais régulièrement on entend dire qu'il s'entraîne, qu'il aimerait revenir. Je rappelle que sa femme est combattante à l'UFC, que c'est son main coach, son coach principal. Donc il dit ouais, mais le problème c'est que si je ferme la porte à un retour, j'ai peur de perdre l'envie d'approfondir mes connaissances en MMA. Il dit de savoir qu'un jour peut-être je reviendrai, ça me pousse à continuer à apprendre, continuer à m'entraîner, continuer à me dépasser. Alors que si je dis que c'est terminé, peut-être que je vais avoir envie de tourner le dos à ça. Donc écoutez, encore une fois, l'aspect mental hein, de tout le MMA, de tout ce game, j'ai envie de dire, pour faire un anglicisme. Il a aussi avoué que l'UFC restait le numéro 1. Parce que du coup, on lui a parlé de sa femme, on dit ouais, du coup, c'est quoi ta femme là, elle est à l'UFC? Est-ce que plus tard, elle va aller combattre au PFL? Il dit, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, quand t'es champion de l'UFC, t'es quand même le numéro 1 mondial. Donc pour elle, le but, c'est ça. Donc en ce moment, l'idée, c'est qu'elle reste quand même à l'UFC. On lui a aussi parlé de ses meilleurs moments. Je rappelle qu'il a combattu Georges Saint-Pierre pour la ceinture des poids welter. Hein. Dan Hardy, c'est pas n'importe qui. On lui dit alors, c'était quoi les plus gros moments marquants de ta carrière? Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de ses débuts au Japon. Il combattait dans une organisation qui s'appelait le Cage Force. Il a été combattre au Japon. Il dit parce que voilà, j'avais battu un gars qui était très populaire là-bas, donc ça m'avait beaucoup plu. J'avais aimé l'ambiance, etc. Puis il a parlé de son combat contre Ludwig aussi. Il dit voilà, je revenais de 4 défaites de suite. En fait, il a affronté Georges Saint-Pierre, il a perdu. Ensuite, il a repris 3 défaites de suite, donc il était à 4 défaites de suite. Et il dit, puis quand j'ai battu Ludwig, c'était un peu la libération. En plus, c'est vraiment le chaos que j'avais visualisé, c'est le chaos que j'avais travaillé. Donc ça a été un grand moment de carrière. Écoutez, merci à Dan Hardy pour ces explications, j'ai envie de dire. Il est très intéressant à écouter parler. Hein. Dan Hardy, quand il parle de MMA, c'est un vétéran, il connaît les choses, il est toujours dans l'environnement MMA, il entraîne sa femme, il commente le PFL, etc. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et on va passer au dossier suivant, c'est Drew Dober qui a donné une longue interview, il est revenu sur ses débuts, etc., sur sa situation actuelle. Donc il a dit que le secret pour lui, s'il en est là où il en est à son âge, c'est qu'il a toujours continué à s'améliorer, il a toujours essayé de travailler dur, et que du coup, aujourd'hui, ça lui permet d'être toujours dans le top 15 des poids légers, alors que c'est un vétéran, Drew Dober. Hein. Il a aussi expliqué que dans son combat contre Makhachev, qu'il avait perdu, le game plan, c'était de faire un peu ce qu'avait fait Volkanovski dans le premier combat. Je rappelle qu'il a affronté Makhachev avant que Makhachev affronte Volkanovski. Mais il dit, ouais, quand j'ai vu le combat numéro 1, Makhachev-Volkanovski, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce que je voulais faire, mais moi, j'ai pas réussi à mettre en place. Il a aussi expliqué que des fois, lui, suivre un game plan, ça le fait un peu dérailler. Il dit, ouais, parfois, je suis dans un combat, on a un plan qui est bien écrit, on sait ce qu'on doit faire, et du coup, ça me bloque. J'arrive pas à me lâcher, je suis un peu bloqué, et du coup, à la fin du round, il faut que je me vide la tête et que je reparte dans un mode un peu plus freestyle, j'ai envie de dire. Il a aussi expliqué que contre Bobby Green, c'était le cas. Il dit, ouais, j'avais un plan pour le premier round, et puis j'arrivais pas à le mettre en place, j'étais perdu, je réfléchissais trop. Du coup, au deuxième round, je suis redevenu moi-même, et puis je me suis lâché à 100%, et j'ai réussi à remporter ce combat.
Et ce podcast, c'était avec Josh Thompson, vétéran UFC. Et Josh Thompson lui dit ouais, moi quand j'étais jeune, en tout début de carrière, j'ai failli affronter Jens Pulver, donc Pulver qui est devenu champion de l'UFC ensuite. Il dit ouais, à l'époque c'était bien avant qu'on rentre à l'UFC, on était tout proche de combattre et puis finalement Pulver a eu son contrat, il a pu aller combattre à l'UFC, puis on s'est plus jamais réaffronté, puis bah le reste c'est l'histoire qui nous le raconte. Il dit ouais, à l'époque j'étais convaincu de pouvoir le battre, je me disais ouais c'est un bon lutteur, mais moi j'ai lutté au lycée, je vais pouvoir me le faire, etc. Il dit bon, finalement quand j'ai vu sa carrière, je me dis que heureusement que je ne l'ai pas affronté. Et là tout de suite on a Drew Dober qui rebondit avec une anecdote très drôle. Il dit ouais, moi quand j'avais 18 ou 19 ans, j'étais en pourparlers avec le WEC. Donc le WEC, pour ceux qui ne savent pas, ça a été racheté par l'UFC, c'était un peu les poids légers de l'UFC. Voilà, le meilleur combattant poids léger souvent était au WEC. Et notamment José Aldo qui était champion à l'époque, enfin qui a été champion du WEC. Il dit ouais, du coup moi j'avais 18-19 ans, le WEC me disait qu'ils allaient peut-être me signer et il m'avait proposé d'affronter José Aldo. En tout cas c'était dans les tuyaux. Et il dit heureusement autour de moi il y avait une équipe de gens sérieux qui m'ont dit non, surtout va pas affronter José Aldo, parce que affronter José Aldo à 18 ans ça veut dire que t'es à la retraite à 20 ans. C'est drôle de voir que les mecs sont très humbles et sont vraiment connectés à ce qui se passe. Tu vois, il dit pas ouais José Aldo je l'aurais pris, je l'aurais battu, il dit non, je me serais fait démolir et ça m'aurait peut-être ruiné ma carrière. J'aime bien les gars qui sont humbles, malgré le recul. Hein. Josh Thompson, lui, il combat plus, il pourrait dire ouais, Josh Thompson, excusez-moi, Jens Pulver, je l'aurais pris, je l'aurais battu. Non, voilà, les gars savent quand même qui ils sont, ils savent ce qu'ils ont fait, et j'aime beaucoup ça. Et du coup, tout ça nous amène à l'arrivée de Drew Dober à l'UFC. Il explique qu'il avait battu un gars qui s'appelait TJ O'Brien, qui est un vétéran UFC. Alors, je crois que c'est un gars qui a fait que 2 combats à l'UFC, qui a fait 2 défaites, mais quand même. Il dit ouais, moi, je bats ce gars-là, je me dis ah, c'est sûr, l'UFC va me signer, c'est obligé. Il dit finalement, pas de nouvelles de l'UFC. Il dit du coup j'entends parler d'un gars qui était sur une belle série de victoires que définition, et je savais que ce gars-là, il était tout proche de signer à l'UFC. Je me suis dit faut absolument que je l'affronte, comme ça je vais lui voler un peu sa notoriété et c'est moi qui vais aller à l'UFC. Il dit du coup ils ont réussi à mettre ce combat-là en place. Il dit finalement le gars je l'ai battu à la split décision, ça a été super dur, c'était mon plus dur combat à ce moment-là. Et finalement je l'ai battu et c'est moi qui est allé à l'UFC, donc j'étais très fier de ça. Donc Josh Thompson lui dit ouais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi à l'époque de Jens Pulver c'était un peu mon objectif, battre un gars qui avait la hype, hein, j'ai envie de dire, et puis lui voler ça pour prendre sa place. Bon bah écoutez, ça a pas marché pour Thompson, ça a marché pour Dober, mais bon Thompson a fini à l'UFC aussi, donc c'est plutôt bien. On lui a demandé quelle était la suite pour lui. Lui il a dit qu'il rêverait d'affronter Michael Chandler parce que ce serait un combat de dingue, c'est pas faux. Thompson il fait ce podcast là avec John McCarthy, hein, l'arbitre de MMA, et ils disent ouais nous on te verrait bien affronter Fiziev ou Gamrot, mais plutôt Fiziev parce que ça resterait debout, ce serait magnifique. C'est vrai que ça serait un magnifique combat. Maintenant je pense que Fiziev il est un peu trop haut dans les rankings, Gamrot c'est pareil, donc Dober je pense qu'il devrait faire encore 1 ou 2 victoires pour pouvoir affronter un de ces gars là. Mais l'avenir nous le dira. Et lui, il explique ouais, moi je fais pas trop de provocations sur les réseaux sociaux. Quand je veux combattre un gars, j'envoie un message en privé. Il dit ouais, je l'ai fait avec Bobby Green et je l'ai fait avec Moïcano aussi. Après, ça marche pas, mais pourquoi pas. Il dit j'aurais bien aimé prendre Rafael Dos Anjos, mais apparemment il veut plus combattre en léger, il veut combattre que en welter, donc il semblerait que ça ne se fasse pas. Et puis Thompson lui pose une question très intéressante, il lui dit ouais, il y a certains gars, quand ils arrivent au haut niveau, par exemple ils ont un background de lutte, c'est des gros lutteurs, ils se mettent à travailler à fond la boxe, et finalement ils laissent un peu tomber la lutte, et puis ils se perdent là-dedans. Ils ont travaillé trop leurs points faibles et pas assez leurs points forts. Et dis-toi, est-ce que le fait de n'exceller nulle part, mais d'être bon partout, c'est quelque chose qui t'a aidé ? Et Drew Dober dit ouais, moi j'avais une préférence pour le striking, et du coup j'ai travaillé encore plus mon striking que le reste, pour avoir un domaine dans lequel j'étais le meilleur. Il dit voilà, moi ça a été ma stratégie. Après voilà, moi je dirais que ce qui est ma force, c'est que je suis un athlète et que du coup je peux me pousser à fond à l'entraînement et ça m'aide à m'améliorer. Donc écoutez, chacun son point de vue, hein. C'est vrai qu'il y a des gars qui sont arrivés à l'UFC en étant des gros grappleurs qui ensuite se sont pris un peu trop pour des strikers. Un peu Damian Maia, il y a eu un moment où il s'est un peu pris pour un striker, ça a été un peu moins bien dans sa carrière, puis quand il est revenu à ce qu'il savait faire, bon bah il a eu une magnifique carrière. Et on lui a demandé après ce qu'il comptait faire pour la retraite, il a dit que lui il aimerait beaucoup être coach, et pourquoi pas faire aussi du podcast, faire de commentaires MMA, analyste MMA, il dit que c'est quelque chose qui lui plairait énormément. Donc écoutez, Drew Dober, toujours intéressant à voir combattre, je crois qu'il est classé 15e actuellement. Voilà, je m'attends pas de lui qu'il soit le futur champion, mais tu sais qu'un combat comme le sien, ça peut possiblement être le combat de la soirée. On passe maintenant à Michael Bisping et Anthony Smith qui ont donné leur avis sur le possible combat de Deontay Wilder à l'UFC. Je rappelle que ça pousse beaucoup de ce côté-là, hein. On a vraiment l'impression que Wilder va passer au MMA, il avait parlé de l'UFC, et hier le patron du PFL nous dit que c'est tout proche, donc en tout cas il semblerait qu'il y ait possiblement un combat Ngannou-Wilder dans des règles mixtes. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a encore une fois une petite rivalité UFC-PFL sur ce dossier-là.
Alors tout d'abord, Michael Bisping et Anthony Smith pensent qu'il est un peu trop léger pour aller chez les poids lourds à l'UFC et qu'ils le verraient plutôt aller chez les lourds légers. Ils disent voilà, maintenant on comprend aussi que pour vendre le combat, il est peut-être mieux aller en poids lourd, voilà, boxeur poids lourd qui arrive à l'UFC poids lourd. C'est pas faux. Ils disent par contre que pour lui, le top 10, ça va être un peu trop léger. Il le verrait plutôt prendre un mec entre top 10 et top 15. Et là, il donne une idée magnifique. Pourquoi pas Derrick Lewis? Derrick Lewis, je crois qu'il est classé 11 ou 12. C'est vrai que ce serait magnifique. Ce serait un beau cadeau pour Derrick Lewis. Alors, un cadeau, s'il prend un KO, forcément, ça n'en est pas un. On a fait le tour de l'actu que Lewis aurait ce qu'il faut pour le pass. Il pourrait aller lutter, il pourrait lui mettre des low kicks, etc. Mais ce serait un beau cadeau parce que Derrick Lewis, ça a toujours été un bon soldat de l'UFC. Il est proche de la fin. Si tu lui mets Deontay Wilder pour son combat de sortie ou un de ses combats, voilà, tout proche de la fin, ça serait magnifique pour lui. Pour Wilder, bah, ce serait dur, mais il y a plus de chances que ça reste debout contre Lewis que si tu lui mets Jailton Almeida, forcément. Ils ont dit pourquoi pas faire de cet événement-là un main event en Arabie Saoudite, puisque Deontay Wilder voilà, va combattre en Arabie Saoudite en boxe anglaise. C'est pas bête, honnêtement, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Ils ont aussi dit pourquoi pas prendre Tai Tuivasa, qui lui est classé 8. Bah, de toute façon, il faut lui mettre un striker, il faut lui mettre un combat qui va être un feu d'artifice, et j'ai envie de dire, si le mec en face accepte de jouer le jeu, hein, parce que moi, même si je suis un excellent boxeur, imaginons je sois poids lourd à l'UFC, excellent boxeur, on me met Deontay Wilder, je vais quand même essayer de me simplifier les choses et d'aller au sol. Maintenant, il y a des mecs qui vont vouloir se tester, Tai Tuivasa peut en faire partie. Ils ont aussi parlé de Jairzinho Rozenstruik. Ils disent voilà, Lewis, Tuivasa ou Rozenstruik, ce seraient les combattants que je verrais contre lui. Moi, personnellement, au niveau du nom, je pense que Lewis et Tuivasa sont devant Rozenstruik. Lewis encore devant Tuivasa, à mon avis. Mais pourquoi pas, ça peut être un très beau combat. Puis il y a enfin eu une petite blague que j'ai trouvé drôle. Parce que Smith, il dit non, mais attends, qu'est-ce qu'il va faire à l'UFC? Il va se prendre un low kick, ça va être fini. T'as vu ses jambes? On croirait les jambes de Chase Hooper. Assez drôle. C'est vrai qu'on dit souvent que les combattants de boxe anglaise n'ont pas de jambes. Pourtant, tout part des jambes. Hein. Mike Tyson, je rappelle qu'il avait des cuisses énormes. C'est un peu ce qui a fait son succès. Hein. Tous les coups partent des jambes. Donc, mais bon, c'est vrai que tu vois Tyson Fury, tu vois Deontay Wilder, c'est pas les mecs qui ont les plus grosses cuisses. Écoutez, avant de conclure, un petit mot de Sergei Pavlovich qui a tweeté qu'il était toujours très motivé, que le dernier combat n'a fait que renforcer sa motivation, qu'il reviendrait, que l'objectif est toujours le même et que la revanche est inévitable. Bah écoutez, c'est vrai que de toute façon, Pavlovich, avec le style qu'il a, on peut imaginer qu'un jour il soit champion. Surtout que là, s'il revient, il claque un KO de dingue, il va tout de suite être dans la conversation. Pour qu'il y ait une revanche, il faut que Aspinall continue à gagner. Parce que bien sûr, si les deux perdent 2-3 combats de suite et puis qu'on les retrouve à s'affronter quand ils sont au top 9, top 10, bon, ça va avoir moins d'intérêt, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que Aspinall va rester dans le haut du panier. Pavlovich, c'est un peu risqué pour lui, parce que là, il va prendre qui? Il va prendre Cyril Gane, peut-être Jailton Almeida. Enfin, c'est quand même des combats très risqués. Il a perdu quand il fallait pas perdre. Maintenant, il peut battre Cyril Gane, il peut battre Almeida, mais ça va être des combats très compliqués pour lui. En tout cas, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à la minute auditeur. On commence avec Ben Lam qui me dit que selon lui, Chimaev devrait rester chez les poids moyens parce que je rappelle hier, hein, Chimaev a demandé à combattre Pereira chez les poids lourds légers. Donc voilà, il dit moi je pense qu'il devrait rester chez les poids moyens, pourquoi pas prendre Costa et ensuite avoir une chance à la ceinture. Je suis d'accord, moi j'aurais été, je voudrais qu'il s'établisse dans une catégorie, qu'il devienne champion s'il doit le devenir, puis peut-être qu'il règne un petit peu. Il semblerait que le prochain title shot lui soit promis, en tout cas son prochain combat sera pour le titre. Est-ce qu'il doit faire un combat avant? Moi je serais pas choqué s'il devait faire un autre combat. Costa, ça serait un bon test pour son menton. Maintenant Costa il est plus au top, hein. Moi je préférais le voir comme je te disais contre un Vettori, pourquoi pas. Peut-être un Dolidze ou Imavov selon ce que le combat va donner. Après il semblerait qu'ils soient assez proches, Imavov et Chimaev, ils étaient ensemble à l'ARES. Je sais pas s'ils se connaissent ou si voilà. Mais pourquoi un gars qui peut lutter, un gars qui peut lui donner la réplique en lutte, ce serait très intéressant. Ensuite j'ai Ton en T-Max qui me dit qui selon moi gagnerait entre Alex Pereira et Khamzat Chimaev. Il me dit moi je pense que si le combat dure, Chimaev va prendre un KO. C'est un peu ce que je pense aussi. Par contre je pense que ça va être très très dur pour Pereira parce que Chimaev va forcément l'amener au sol. Même s'il va y avoir peut-être une différence de poids dans la cage, etc. Je vois pas Pereira résister au takedown de Chimaev pendant 5 minutes, voire 10 minutes s'il faut passer les 2 premiers rounds. Donc il va se retrouver au sol. Est-ce qu'il va réussir à survivre? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'arriver au 3e round, 4e round, je pense que là par contre l'expérience et la puissance de frappe de Pereira peuvent lui donner l'avantage, surtout que Chimaev, on a souvent vu que le cardio commençait à baisser, il prend beaucoup de coups, donc prendre des coups de Pereira c'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, on a Whisk6815 qui me dit « J'aime bien la façon de penser du patron du PFL en espérant que ce n'est pas comme les politiciens et qu'il va tenir ses promesses. » Et c'est vrai, j'en parlais hier, quand tu l'écoutes parler, le gars, c'est presque un mec qui fait du social, c'est presque un travailleur social, il veut que tout le monde soit bien, il veut que tout le monde soit beau. Bon après voilà, il se met en opposition totale avec Dana White qui on le sait est un requin dans le monde des affaires, donc il appuie là-dessus.
Si c'est sincère, c'est très fort, c'est très bien pour les combattants. Maintenant, on va voir au fur et à mesure si le PFL continue à monter, tout ça. Est-ce qu'il va tenir ses promesses ou est-ce que c'est juste une image qu'il se donne? Écoutez, pour l'instant, ça marche pour lui, donc on va pas le critiquer. L'avenir nous le dira. Et puis enfin, je voudrais remercier Julien qui m'a fait un nouveau logo et puis une nouvelle bannière pour la chaîne. Super sympa, il m'a proposé ça, c'est venu de lui-même. Donc on a un nouveau logo, ça fait beaucoup plus professionnel, on a une nouvelle bannière aussi, je suis très content pour ça. Donc je voulais le remercier. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, un épisode plutôt fourni. On se retrouve demain à 17 h, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, etc. etc. Merci d'avoir suivi, à demain, salut!